Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver après tout ce temps. Et oui, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu sur la chaîne, j'étais un petit peu pris ces derniers temps. Mais je vous rassure tout de suite, je suis bel et bien de retour pour vous parler de deux nouveaux films actuellement à l'affiche, sortis au mois de juin. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Asteroid City et Marcel le coquillage avec ses chaussures. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson, ainsi que Marcel le coquillage avec ses chaussures de Dean Fleischer-Camp, ce film en semi-stop motion et semi-prise de vue réelle. Et je commence tout de suite avec Asteroid City, le nouveau film tant attendu de Wes Anderson. Alors évidemment, à chaque nouveau film de Wes Anderson, on est pressé de redécouvrir évidemment son univers très coloré, pastel, avec ses couleurs saturées, avec son sens de la symétrie dans les cadrages, bien entendu, et ses panoramiques absolument formidables, ses travelling, toute sa technique en fait vraiment époustouflante chez Wes Anderson, et notamment tous ces décors un peu qui font carton-pâte, qui nous donnent envie presque de toucher, de manger ces décors tellement c'est absolument délicieux à regarder. Mais c'est à peu près tout depuis quelques années. Et je dois dire que depuis The French Dispatch, comme vous le savez, j'étais un peu dur peut-être dans ma critique, mais voilà, je pense que là, il commence un peu à s'auto-parodier, à devenir un peu simplement, voilà, il devient un peu l'artiste pompeux et comment dirais-je, un peu prétentieux qu'il n'était pas à ses débuts. Il y avait une humilité supérieure à l'époque de La Vie aquatique, à l'époque de Darjeeling Limited ou La famille Tenenbaum, voilà. Et je trouve que voilà, depuis quelques années, Wes Anderson s'est réduit simplement à l'exercice de style, qui en plus de ça se répète à chaque fois, c'est à peu près le même procédé à chaque fois. C'est vrai que là, j'y allais pas forcément voilà, avec de grandes attentes, même si la bande-annonce m'a quand même donné envie de donner une dernière chance à ces films en prise de vue réelle, je précise, et non pas à ces films d'animation que je continuerai d'aller voir. Mais voilà, je ne sais pas si dans ma vidéo sur The French Dispatch, j'avais dit que j'allais continuer de voir des films de Wes Anderson, mais voilà, j'ai quand même eu envie avec ce côté Far West, cet univers, avec cette soucoupe volante qui atterrit comme ça dans un monde un peu, un univers de western, quoi. Ça nous rappelle évidemment le Grand Ouest américain, avec le Nevada, l'Utah, enfin voilà, avec ces décors absolument formidables, monuments de vallée, Mexican Hat, tout ce qu'on voit dans les grands westerns. Donc moi, ça m'intéressait à titre personnel. Et puis aussi parce que ça avait l'air décalé, déjanté, peut-être un peu plus accessible aussi, et moins hermétique et un petit peu moins voilà, ennuyeux. Parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, je trouve, dans les derniers films de Wes Anderson, de French Dispatch. Alors, ce qui était en même temps bien et pas bien, c'est que c'était un film à sketch, donc ça veut dire qu'en fait on avait une succession de courts-métrages et donc ils étaient autonomes les uns les autres. Là je me suis dit, bon tiens, c'est pas un film à sketch, il retrouve on va dire une espèce d'idée qui se tient tout au long d'un long-métrage en fait, c'est la même idée, c'est la même histoire, on est sur vraiment 1h47 sur la même intrigue, la même histoire, donc ça je me suis dit pourquoi pas voilà, leur donner une chance sur ce type de format-là, comme à l'époque de The Grand Budapest Hotel. Voilà. Donc bon, je dis pourquoi pas. Donc en fait, le problème, c'est que depuis que j'ai vu le film maintenant, je me dis que non, ça confirme évidemment toutes les appréhensions que j'avais eues avant de rentrer dans la salle. C'est-à-dire que Wes Anderson maintenant, voilà, a tendance à s'auto-parodier, à continuer à désincarner en fait ces personnages qui sont réduits en fait à l'état de marionnettes et de pantins articulés. Vraiment, c'est ça, dans un décor pastel, certes très joli, mais qui reste déshumanisé vraiment, et c'est vraiment terrible, quoi. On a toujours c'est toujours la même blague avec ces personnages qui sont voilà, statiques comme ça, cadrés de manière absolument formidable et qui nous racontent tout un tas de choses comme ça bavarde, ça bavarde, et ça nous raconte des choses inutiles, des informations dont on pourrait se passer. Il se perd dans des détails, il nous raconte que Asteroid City a été construit je sais pas qui, et à 1000 km de je ne sais pas quoi, et que c'est très rigolo, c'est rigolo 2 minutes, mais à force de se répéter à chaque fois comme ça, c'est waouh. La musicalité du film est un peu dure au niveau des dialogues à suivre parce que c'est un peu un pot pourri d'informations comme ça, un mélange de tout un tas de trucs qui ne sont pas forcément intéressantes. Et c'est dommage parce que, voilà, encore une fois, Wes Anderson, ça devient un peu la blague à chaque film. On se demande où est-ce qu'il va trouver encore la place pour mettre tous les noms des stars qui prennent part à son aventure à chaque fois.
Mais vraiment, voilà, on a une trentaine de stars à peu près. Et vraiment, le temps de présence à l'écran, ça devient, mais c'est de pire en pire. Enfin, quand on voit Willem Dafoe, par exemple, voilà, il est quasiment inexistant. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de nous dire encore que ces personnages-là, que ces acteurs-là sont toujours fidèles au film de Wes Anderson? Oui, ils viennent juste pour dire coucou, quoi. Ils n'ont pas cette présence à l'écran, ils n'ont pas assez de texte suffisamment profond pour qu'on s'attache, qu'on rentre dans l'univers. Alors, ceux qui se démarquent peut-être un peu, c'est Jason Schwartzman et Scarlett Johansson, parce que la relation est assez bien racontée quand ils se rencontrent comme ça dans ce diner, là, un peu ce café, quoi, en gros. Et donc ça, c'est très très bien fait, parce que voilà, les dialogues sont assez savoureux quand même à ce niveau-là. On les retrouve en fait régulièrement après dans des séquences où ils se parlent de chambre à chambre, enfin de salle de bain en gros, et c'est assez bien vu. Lui est photographe, il vient avec ses enfants, voilà, il est veuf, hein, il a perdu sa femme, et donc il est avec ses enfants comme ça. Donc il y a la question du deuil, enfin, le sujet du deuil est abordé, mais il n'est pas traité. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui ne sont pas traités, comme par exemple, enfin, qui sont abordés, disons. Voilà, ils sont abordés, légèrement traités, mais très, 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 très doucement, quoi, hein. Ils sont très, très bien évoqués, par contre, hein. Par exemple, évidemment, tous les personnages d'Asteroid City, en fait, vont se retrouver dans cette ville fictive, puisqu'il y a un concours, en fait, où voilà, les enfants vont proposer leur maquette un peu scientifique comme ça, leur création. Et donc voilà, c'est pour décerner un peu voilà, une œuvre qui va rester, qui va être primée, etc. Bon, voilà. Et au même moment, il y a une soucoupe volante qui va arriver. Donc voilà, ça remet en question, évidemment, la question de la science. On a des essais atomiques qui se font à côté de cette ville. Il y a des voitures qui se coursent comme ça en mode gangster, en mode vieux film, vous voyez, des années 50. Donc voilà, on sent qu'il veut faire, voilà, c'est un peu son doudou nostalgique. Il veut revenir, en fait, dans une époque où je pense qu'il a aimé les films un peu comme ça de gangsters, les films un peu Bibi Coyote, tout ça, le Tex Avery, ça mélange plein de trucs, hein, très cartoonesques, Looney Tunes, etc. Puisqu'on a un petit Roadrunner comme ça qui est fait, je crois que c'est vraiment du stop motion. Il a toujours aimé mélanger stop motion et prise de vue réelle. Je trouve que c'est très très joli, encore une fois. Mais voilà, c'est Wes Anderson aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, eh bien, voilà, serait parfait en tant que décorateur d'intérieur, comme ça, architecte d'intérieur, comme on dit, qui pourrait travailler pour des grandes marques. Il a un potentiel publicitaire incroyable, et c'est pas étonnant d'ailleurs de le voir sur réaliser certaines publicités récemment. Voilà, donc aujourd'hui c'est devenu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on veut s'arracher Wes Anderson pour son esthétique. Voilà, c'est d'ailleurs à l'image des vidéos, hein, qui traînent sur Internet, comme vous pouvez le voir, avec ces fameuses IA, hein, ces intelligences artificielles qui imitent le style de Wes Anderson dans d'autres films comme Matrix, comme je sais plus, enfin, plein de films cultes en fait, revisités à la sauce Wes Anderson. Voilà, donc ça devient un peu un running gag, voilà, avec toujours ces cadrages vraiment millimétrés, cette symétrie dans le cadrage, c'est panoramique, c'est travelling formidable, bien entendu. Voilà, mais tout est parfaitement, c'est techniquement irréprochable, et c'est tout le problème en fait avec Wes Anderson. C'est comment critiquer aujourd'hui un film de Wes Anderson quand on aime le cinéma, parce qu'en réalité, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de s'auto-censurer. On ne veut pas dire du mal de Wes Anderson. Personne n'a envie de dire de mal de Wes Anderson, en réalité. Et je pense que la critique française le sait très bien. En fait, c'est toujours délicat, parce qu'on sait que c'est irréprochable sur le plan technique, irréprochable sur le plan de la cinématographie. Il comprend ce que c'est que le cinéma. Il y a un storyboarder attitré sur le film. Il y a un directeur photo qui est là depuis des années, qui le suit depuis ses débuts, qui fait un travail formidable. Il y a aussi Alexandre Desplat, qui fait aussi des bandes originales inspirées, notamment sur Asteroid City aussi, avec ces sifflements comme ça qui rappellent un peu l'époque du Far West et tout, donc ça marche très très bien. On a la musique Freight Train aussi qui va vous rester en tête. Il y a toute une esthétique, la musique, tout est irréprochable sur le plan technique, visuel, tout. Et pourtant, on s'ennuie dans ce film. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Parce qu'il y a un problème, il y a un manque de rythme terrible. On se désintéresse en fait très vite du sort des personnages, parce qu'ils n'ont pas assez de profondeur, ou ils n'ont pas, l'émotion ne jaillit pas, parce que la direction d'acteur ne permet pas en fait de briser un peu ce fameux quatrième mur qu'on retrouve en théâtre d'ailleurs. Et je fais la transition avec le théâtre. Ce film a quand même pour originalité de partir du théâtre, en fait, puisque des comédiens vont jouer une pièce de théâtre, et donc ça va devenir le film qu'on voit, nous, en tant que spectateurs, à l'écran. Donc c'est intéressant, il y a la partie théâtrale qui est en noir et blanc, et la partie film, en gros, qui est en couleur pastel, comme on connaît, avec ses couleurs saturées. Voilà.
Et donc ça, c'est très bien de montrer que voilà, l'univers comme ça commence à jaillir comme ça à travers les planches en fait. Donc ça, c'est très très beau, évidemment. Mais toutes ces belles idées restent que des belles idées comme ça. Mais le tout cohérent chez Wes Anderson, j'ai l'impression que c'est compliqué d'arriver à nous intéresser à son histoire, à nous imprégner de son univers, à le rendre accessible. Et vraiment, voilà, c'est pas pour dire que rendre accessible, ça veut pas forcément dire vulgariser le cinéma pour faire du grand public ou élargir son public. Non, moi je pense que rendre accessible, c'est tout simplement rendre intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui, Wes Anderson, les derniers films de Wes Anderson, et notamment celui-là, eh bien, nous rappellent, pour être un très bon matériau de base, pour faire un débat. Franchement, moi j'adorerais avoir un débat sur ce qui est censé être le cinéma et voilà, ce que pourrait être le cinéma dans le futur, ou voilà, qu'est-ce que le cinéma, quelle est sa mission, dans le futur, quelle a été sa mission peut-être dans le passé. Voilà, parce que quand on voit un film de Wes Anderson, on dit ce film est irréprochable techniquement, ce film est irréprochable au niveau de la cinématographie, forcément ça pose des questions. Pourquoi alors, dans ce cas-là, je m'ennuie dans ces films? Pourquoi je m'ennuie dans ces films? Donc voilà, sa narration est singulière, il y a quelque chose de très personnel chez Wes Anderson, il a une patte, il a un truc, il a un style, c'est à lui, voilà, c'est son bébé, c'est son imagination, c'est son truc. Mais par contre, voilà, le rendre intéressant, le rendre captivant, parce que voilà, c'est son rythme est assommant, vraiment, il y a des personnages, des acteurs qui passent à la trappe, beaucoup trop de personnages à l'écran. Alors moi, c'est ce qui fait que Wes Anderson, moi, pour tout vous dire, et c'est à titre personnel, hein, je ne remets pas en cause les qualités de The Grand Budapest Hotel, mais moi, personnellement, ça fait bien 10 ans, et même 11 maintenant, voilà, Wes Anderson commence un petit peu je suis moins hypé qu'avant, quoi. C'est-à-dire que à chaque nouveau film, je sais à quoi m'attendre. Donc voilà, ça remonte à 11 ans, c'était Moonrise Kingdom, voilà, parce qu'il s'intéressait à deux personnages, qui étaient ses enfants, voilà, qui fuguaient, qui vivaient leur histoire. Voilà, c'était très, très joli. On avait donc ces flashbacks aussi qui nous racontaient leur histoire. Et c'est vrai que tout le casting 5 étoiles des Bruce Willis, des Bill Murray, etc., ça ne servait pas à grand-chose, en fait, parce que les parents étaient absents pendant leur aventure à ces enfants. Donc finalement, les enfants faisaient tout le film, en fait. Et c'est ça que je pense que oublie Wes Anderson aujourd'hui, peut-être aussi parce que les critiques jouent le jeu, on donne toujours des financements pour ses délires, c'est très très bien, mais je pense qu'à un moment donné, le titiller un peu sur la critique lui permettrait de se remettre un tout petit peu en question, pour le reconfronter un tout petit peu au vrai monde, parce que là, il est toujours dans ses autodélires, en fait. Et c'est dommage parce que ça devient hermétique pour le spectateur. Quand je sortais de la salle, j'écoutais un petit peu les réactions. Tout le monde disait ah ouais, non, mais ça m'a plu, voilà, visuellement, ouais, c'est coloré, c'est sympa et tout, ouais. Mais tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui fait que, voilà, je sais pas si je le reverrai, ou voilà. Mais parce qu'on n'y revient pas, parce qu'on n'a pas eu de séquence véritablement marquante, un moment d'émotion qui nous a pris au trip, ou un truc comme ça. Et je pense que le cinéma, c'est aussi ça. Mais voilà, qu'est-ce que le cinéma? Quelle est sa mission? Ça remet en question, je pense, beaucoup de choses. Ça soulève vraiment, ça remet sur le tapis de grandes questions, Asteroid City, je trouve. Voilà, donc en tout cas, moi... Je ne suis pas sûr de remettre les pieds dans son univers, si ce n'est dans ses films d'animation, que je considère comme à part. Enfin, c'est pas à part, mais disons que quand il fait des films d'animation, j'irai volontiers, parce que je pense qu'avec l'animation, ça s'y prête beaucoup plus pour sa narration, tout ça, ça fonctionne mieux. Puis parfois, il y a aussi des matériaux de base. Fantastic Mr. Fox, il y avait le bouquin de Roald Dahl. Là, il y a L'île aux chiens aussi qui était très bien. Mais voilà, je pense que dans ces films d'animation, je vais y rester. Mais dans ces films en prise de vue réelle, là, ces films live action, là, je pense que je vais un peu saturer. Et Dieu sait que j'aime son univers. Dieu sait que j'aurais tellement comment dirais-je, d'éloges à faire en fait sur sa cinématographie, sa patte en fait visuelle, sur ses décors, sur son imaginaire, sur son inventivité dans les plans. Parce que attention, moi ce qui m'a donné aussi envie de faire de m'intéresser au cinéma en profondeur, c'est vraiment de me poser la question que permet un plan en fait. Voilà, c'est vraiment ce que induit un plan en fait.
Voilà. Et un plan, c'est beaucoup de choses. Ce que ça raconte, en fait. Qu'est-ce que raconte un plan, en fait? Comment, voilà, qu'est-ce que supposent, en fait, les plans qu'on nous présente au cinéma, en fait? Qu'est-ce que ça suggère? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça coûte, en fait, en nous, en fait? Et c'est ça, c'est tout ce qu'on peut mettre dans un plan. Donc cette composition, hein, c'est pictural, c'est vraiment comme en peinture, c'est-à-dire ce qu'on y met, ce qu'on y transpose, etc. Et moi, c'est ça, en fait. Bon, moi, c'est que permet un plan, jusqu'où on peut aller avec les plans, etc. Donc c'est très visuel, bien entendu. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier l'humanité, je pense qu'il faut quand même faire en sorte qu'il nous reste quelque chose de cette aventure, parce que si c'est simplement rentrer dans un décor, finalement comme un peu un parc d'attractions, où finalement c'est un petit peu aléatoire, on peut aller là, mais on peut aussi aller par là, mais aussi on peut aller là. Voilà, c'est à la fin, en fait, finalement, on ne suit pas une même ligne, et donc, bon, et à un moment donné, voilà, il introduit tellement de choses et tellement de persos qu'il ne va jamais au bout de ses histoires, je trouve. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que c'est très bien de mettre plein de choses, mais il est trop gourmand, je trouve, Wes Anderson, dans ses films. Il veut trop bien faire, il veut trop plaire, je pense, à une critique aussi, montrer que, voilà, regardez comment je fais... comment je suis irréprochable en termes de réalisation, et on n'en doute pas, mais voilà. Donc je pense que, bon, déjà il n'a rien raflé là à Cannes, il est toujours sélectionné évidemment comme à l'accoutumée, parce qu'il est bien le bienvenu à Cannes, bien entendu, mais je pense qu'il voilà, faut un tout petit peu le titiller quand même, les critiques soient un peu plus durs avec lui, juste pour qu'il se remette un tout petit peu en question et qu'il change un peu. C'est un peu comme l'histoire de Burton, à la seule différence que Burton, bien que lui aussi, hein, bien entendu, avec ses couleurs saturées, etc. Enfin, il y a des choses qu'on pourrait transposer, des liens qu'on pourrait faire entre Burton et Wes Anderson, bien entendu, mais la seule différence, c'est que Burton est davantage un conteur, en fait. Dans l'exercice du conte, de la narration tel un conte, il est un peu supérieur, voilà, je pense, à ce niveau-là. Alors évidemment, la grande période de Burton, c'est encore pareil, de quelle période de Burton parlons-nous? Là, c'est vraiment aléatoire aussi, il a tendance à se répéter, c'est un peu la même histoire. Mais je veux dire qu'en tout cas, on peut rentrer plus facilement dans ces histoires. Alors évidemment, c'est sous le prisme du conte. Voilà. Bon, évidemment, Wes Anderson, c'est un peu moins le cas, à part quand il fait du Roald Dahl, bien entendu, à part de rares exceptions. Mais c'est vrai que lui a son propre style de narration, mais à un moment donné, je trouve que ça rend l'expérience un peu hermétique. Voilà. Je pense que Wes Anderson, en fait, voilà, pour tout vous dire, pourquoi c'est encore passionnant, fascinant, et pourquoi, en fait, on ne pourra jamais rien lui reprocher, parce que si on mettait son film dans un musée interactif, vous savez, comme il y a parfois des musées un peu modernes, contemporains, où on vous présente en fait des structures vidéo, des installations vidéo, voilà, il serait, mais voilà, on verrait davantage le chef-d'œuvre. Mais là, le problème, c'est qu'on ne peut pas passer à côté des codes de narration du cinéma, de comment susciter des émotions. C'est des choses qu'il faut aussi penser en termes d'aspérité. Voilà. On ne peut pas simplement faire quelque chose rendre une copie de bon élève. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très académique, en fait, ce qu'il fait aujourd'hui, je trouve. Et c'est dommage, parce que Dieu sait qu'il a des trouvailles, mais c'est presque un gâchis. Enfin, moi, je vous jure, ça me tue, parce que c'est presque du gâchis. Moi qui suis vraiment... enfin, je suis très sensible, en fait, à son imagerie et son univers. Mais malheureusement, c'est le paradoxe, c'est que je m'ennuie dans ces films, c'est terrible. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. J'aimerais savoir un peu ce que vous pensez de Wes Anderson aujourd'hui, en toute franchise, hein. N'hésitez pas, ici on dit vraiment les choses, je pense que c'est pas grave de se dire que Wes Anderson a tendance à se répéter, je pense qu'il n'y a rien de grave là-dedans. Comme vous le savez, là je le descends absolument pas, c'est pas le but, j'aurai toujours un immense respect pour ce réalisateur et ce qu'il a apporté, mais je pense que malheureusement ses plus grands films sont maintenant derrière lui, et qu'aujourd'hui, quand on va voir un nouveau film de Wes Anderson, ce sera toujours la même chose, on ne sera plus surpris. Voilà. Je ne suis plus vraiment surpris dans les films de Wes Anderson. Voilà. Vraiment, c'est la même structure tout le temps. Et le chapitre, en plus, ces films en mode acte 1, scène 1, etc., pour bien montrer qu'il s'est découpé son scénario, que c'est pensé, que c'est pas aléatoire, que tout est bien pensé, avec le préambule, l'entracte, tout, vraiment, mais voilà, c'est beaucoup trop, c'est devenu beaucoup trop... comment dirais-je, élitiste. Voilà, je pense que c'est devenu un truc très élitiste.
Et c'était pas ça tout à fait quand même l'âme du début. Je pense qu'il n'avait pas cette prétention autant au début. Voilà, là, on est vraiment là pour plaire à l'élite. Ça va faire, voilà, ça plaît dans les soirées mondaines. Je pense qu'on est rentré un peu dans ce truc-là, ce qui n'est pas forcément négatif, mais on est un peu un nouveau Wes Anderson quand même depuis quelques années. Voilà, on sent que, pas dire qu'il s'est embourgeoisé, mais bon voilà, c'est pas forcément négatif de s'embourgeoiser, mais voilà, voilà, soit on adhère, soit on n'adhère pas, mais moi j'ai besoin qu'il me surprenne à nouveau. Voilà, je pense que voilà, il est resté à mon avis dans sa zone de confort, dans son succès, etc. Mais voilà, j'aimerais qu'il se passe quelque chose, un déclic de nouveau. Donc à voir si je donne la chance à son prochain film. Je passe maintenant au second film du jour, et il s'agit de Marcel le coquillage avec ses chaussures. Alors là, pour le coup, j'étais très hypé de découvrir cet univers, parce que la bande-annonce m'avait fait sauter de mon siège, parce que je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette animation? C'est vrai qu'on a tendance à avoir toujours un peu le même genre d'animation aujourd'hui, et ça fait toujours du bien d'en découvrir de nouveau. De nouvelles façons de raconter l'animation, voilà, ce procédé cinématographique qui est pourtant en plus doté d'un millier de possibilités, et souvent voilà, on capitalise un peu sur les mêmes idées en fait, visuelles. Et là, c'est vrai que ça faisait du bien de voir voilà, à nouveau des prises de vue réelles mélangées avec ces petits stop motion comme ça, de ce petit coquillage comme ça. Alors moi, ça m'a passionné déjà rien que pour ça. Alors c'est vrai que l'univers de Dean Fleischerkamp, bah voilà, moi je découvre avec ce long métrage. Il s'agissait à l'origine en fait, Marcel le coquillage, il s'agissait en fait d'une série de courts-métrages en fait dans les années 2010 qui étaient diffusés voilà, sur YouTube et tout ça, qui avait fait un peu de buzz en fait. Et du coup, bah, on se retrouve aujourd'hui en 2023 avec un long-métrage qui sort au cinéma. Donc moi je suis très content de découvrir cet univers. Donc c'est l'histoire d'un petit coquillage qui vit seul comme ça avec sa grand-mère dans une grande maison. Tout le monde est parti. Il y avait en fait leurs semblables en fait sont partis. Je vous révèle pas comment justement voilà, mais il y a voilà, un événement inattendu qui fait qu'ils vont être séparés. Et donc depuis quelque temps, eh bien voilà, Marcel et sa grand-mère vivent tout seuls en fait dans cette grande maison. Et un jour il y a donc eh bien un jeune homme qui débarque. Parce qu'il a réservé un Airbnb en fait, donc il découvre dans son Airbnb bah, ce petit coquillage justement qui était là, et donc il décide d'en faire un documentaire, un documenteur comme on dit, voilà, un espèce de faux documentaire sur lui, et donc il va prendre sa caméra, parce que lui est vidéaste en fait, et va s'intéresser à Marcel pendant tout le long métrage. Alors ça donne lieu à des séquences en fait où à chaque fois la caméra bouge un petit peu, fait des mises au point. Alors ça c'est pas toujours sur 1h30, je sais plus exactement combien compte le film. En tout cas sur un long métrage, parfois voilà, ça peut être un peu déroutant. Mais bon, une fois qu'on accepte un peu le parti pris, ça va. Et voilà, donc on découvre Marcel avec donc la voix qui est interprétée par Penny Slate en fait, qui est Jenny Slate. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je fais tout de tête et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais il s'agit de Jenny Slate. Voilà, c'est ça, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc Jenny Slate en fait qui fait la voix de Marcel en fait, qui est une humoriste américaine. Et c'est vrai que voilà, c'est donc la compagne en fait de Dean Fleischerkamp, et c'est vrai que bon, c'est la petite anecdote, mais leur complicité fait plaisir à voir. Et alors cette voix, ce qui est incroyable chez Jenny Slate en fait, c'est qu'elle a une voix tellement apaisante. Il y a un côté très ASMR, j'ai envie de dire, à écouter Marcel parler. C'est incroyable. Il pourrait dire n'importe quoi, on aurait des frissons comme ça, et puis alors ça calme, c'est très apaisant. Je dis, c'est une séance en fait de yoga, de thérapie, ce film. C'est vraiment, ça fait du bien, ça sort aussi vous savez, des films comme ça où on a toujours besoin en fait de mettre beaucoup d'action, beaucoup de trucs. Non, là, ça se pose, on est au calme, on regarde Marcel en fait en prenant un thé, vous voyez, et alors on l'écoute parler de la vie, de parler d'aujourd'hui, de parler des réseaux sociaux, de parler de tout un tas de trucs, de tout ce qu'il ne connaît pas en fait dans notre monde à nous. Il découvre, il est tout petit, il est minuscule comme ça, il fait 1 centimètre, et il essaye de vivre comme ça. C'est d'une innocence, c'est d'une beauté, d'une poésie absolument formidable. Il utilise une sorte de batteur à œufs en fait pour faire tomber des fruits d'un arbre en fait. Il s'organise comme
ça, et alors il dort dans 2 tranches de mie de pain, en fait, elle lui fait son petit lit, etc. Donc c'est absolument fascinant, c'est délicieux cet univers de Marcel le coquillage. Alors c'est pas évidemment dénué de quelques petits défauts, hein, bien sûr, peut-être. Je dirais que bon voilà, je vous dis, hein, ce procédé un peu de caméra toujours épaule comme ça qui fait la mise au point fait qu'il y a beaucoup de moments où en fait l'objectif met la mise au point justement. Donc il y a des moments de flou un peu trop souvent, et je pense qu'on pourrait s'en passer. Voilà, on a compris qu'il s'agissait d'un documentaire. On n'a pas toujours obligé de faire des séquences comme ça, caméra épaule, où voilà, la caméra pourrait se poser davantage. Voilà, je trouve. Bon. Cela étant dit, vraiment, voilà, cette histoire est bouleversante. Marcel va tout faire pour retrouver sa famille, en fait, et donc ce vidéaste va l'aider. C'est ça qui est très beau, hein. L'humain va aider ce petit coquillage en fait à retrouver sa famille, c'est d'une beauté absolument incroyable, et donc ça va passer par les réseaux sociaux. En fait, donc le vidéaste, donc qui est joué hein, par le réalisateur lui-même, hein, Dean Fleischer-Camp, va utiliser les séquences pour les mettre sur YouTube, et donc les gens vont découvrir hein, Marcel le coquillage, et tout le monde va y avoir une hype autour de Marcel. Et donc c'est comme ça qu'il va tenter d'intéresser en fait une journaliste animatrice de télévision qu'il adore, voilà, qui présente une émission qui s'appelle 60 minutes, et donc il espère, grâce à cette émission, pouvoir retrouver ses parents. Donc ses parents, et puis évidemment tous les autres, hein, cousins, frères, toute la communauté qui vivait là autrefois. Donc c'est très très touchant, c'est très bien vu. Voilà, voilà, ça va vous laisser une marque en fait, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Malgré justement la narration un peu particulière, on a de l'émotion parce qu'on se concentre sur 2 personnages, et en l'occurrence plutôt un que les 2, c'est évidemment Marcel, mais il y a aussi la grand-mère aussi. Donc voilà, le fait qu'il y ait voilà, suffisamment que ce soit assez minimaliste, en fait, permet justement d'accéder plus facilement, je trouve, à l'émotion. Donc voilà, moi, écoutez, je trouve qu'on passe un bon moment. C'est un univers particulier parce que c'est presque parfois photographique, en fait. On a des prises de vue réelles, en fait, mais c'est quasiment parfois des photos, tellement c'est figé. Et ce petit coquillage va justement un petit peu voilà, donner de l'animation en fait, à ces plans tout fixes, en fait, hein, vraiment fixes. Donc vraiment, voilà, j'ai trouvé que c'était d'une beauté assez rare. C'est pas tous les jours qu'on voit quand même un film d'animation comme ça, avec autant de poésie, de prise de risque aussi. Alors évidemment, ça me rappelle un peu moi l'époque aussi où j'avais beaucoup aimé Anomalisa, mais j'avais des petits soucis sur l'histoire, le scénario. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis comme ça, enfin, quelques jours après la sortie de la salle, je me dis quand même Marcel non, est quand même beaucoup plus touchant parce que voilà, Anomalisa c'était absolument somptueux, il y avait des recherches incroyables, mais j'étais beaucoup moins touché par l'histoire. Et là non, vraiment voilà, cette humanité qu'il y a chez ce Marcel et cette incompréhension aussi du monde des réseaux sociaux où finalement quand on cherche sa famille, et ben, parfois on a l'impression que quand on demande à une immense communauté, pas grand monde n'est là pour vous aider, en fait, ils sont plutôt là pour vous rappeler que voilà, qu'ils vous aiment bien, etc. Mais quand vous avez besoin de leur demander de l'aide, ils ne sont pas forcément là, en fait. Et donc il y a tout ce discours là-dessus. Donc voilà, c'est un vrai discours, hein, bien entendu, qui en plus n'est pas totalement arrêté, hein, ça laisse des pistes de réflexion, vous verrez. Donc voilà, ça parle de ça, ça parle aussi du deuil, mais là ça le traite pour le coup. Non, voilà, il y a beaucoup de thématiques qui sont soulevées. Alors parfois c'est un peu aléatoire. Je pense que Marcel pourrait raconter un peu tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, que ce serait un peu la même chose en fait. Bon, je vous l'accorde, il y a peut-être un peu comme ça des moments où on se dit bon, c'est un peu tout ce qui lui passe par la tête, il le raconte en fait. Bon, donc voilà, qu'il se tienne parfois à un sujet, ce serait pas mal. Mais je trouve que ça permet, pour ceux qui ont connu les courts-métrages, moi c'est pas mon cas à la base, j'ai rattrapé un peu par la suite, ça permet en tout cas de condenser un petit peu ce qu'ils aimaient dans les vidéos initiales aussi. Donc je pense quand même que c'est pas anodin, je pense qu'il a voulu aussi satisfaire aussi le public qui connaissait déjà ses vidéos. Donc voilà, je pense que c'est un juste milieu en tout cas pour séduire en fait les néophytes, hein, ceux qui ne connaissaient pas l'univers de Marcel le coquillage et ceux qui connaissaient déjà. Voilà. Et je précise d'ailleurs hein, que voilà, ce n'est absolument pas
uniquement fait pour les enfants. Il y a énormément de thématiques aussi pour les adultes intéressantes. Et puis je trouve qu'aussi ça fait pas de mal aussi en tant qu'adulte de voir des choses comme ça. Et puis je trouve que ça fait pas de mal aussi de retomber un petit peu dans quelque chose de doux, voilà, une certaine douceur, d'innocence comme ça aussi. Ça fait du bien de replonger parce que ça nous rappelle l'essentiel parfois, ce genre de film, voilà, très philosophique, vous savez, voilà, donc très apaisant. Voilà, c'est presque un moment de méditation. Puis alors la voix, je vous dis, Jenny Slate avec cette voix comme ça sur le coquillage, mais vraiment c'est apaisant, c'est un truc de fou. Voilà. Faites-vous votre thérapie, mais vraiment c'est très très apaisant et ça fait du bien. Waouh, de retrouver comme ça de l'humanité, des valeurs, mais vraiment, ouais, ce film en plus est porteur de valeurs humaines. Il transmet vraiment des messages forts, quoi. Et jamais sans haine. Vous voyez, en fait, ouais, c'est ça quand même que je me fais quand même réflexion. C'est jamais par vous voyez, en pointant du doigt, en étant manichéen, en disant non, ça c'est mal, ça c'est bien, etc. Non, c'est vraiment juste en étant avec une voix comme ça apaisée, très philosophe, très très philosophe sur l'état du monde, etc. Mais sans jamais tomber dans quelque chose de guerrier, vengeur, etc. Non, c'est jamais ça. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de jugement chez Marcel, c'est toute son innocence en fait. C'est son côté enfantin en fait justement qui ressort, mais c'est ça, c'est ne pas juger en fait. Et c'est ça qui est très fort. Voilà. Donc non, puis alors l'animation, ces petites chaussures comme ça, c'est fou avec cet œil qui sort, qui va être le seul unique vecteur d'émotion en plus visuellement. Tout va passer par son œil, vous vous rendez compte? C'est ça qui est très, très fort, avec cette petite bouche aussi qui se dessine sur le coquillage. Voilà. Donc écoutez, je vous recommande Marcel le coquillage avec ses chaussures de Dean Fleischer Camp. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, eh bien écoutez, coucou à vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un tout petit clic pour soutenir les films du vendredi et garantir les prochaines vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas pour garantir au maximum les nouvelles productions des films du vendredi. Et eh bien écoutez, en attendant, la prochaine vidéo devrait se consacrer à Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Voilà, donc ce sera probablement donc, la dernière vidéo avant les vacances d'été, parce que je vais faire un petit break, voilà, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est possible qu'elle vienne un petit peu plus tard dans l'été. Voilà, je ne sais pas trop encore entre les vacances, à quel moment je vais caler cette vidéo. Et quand j'aurai le temps de voir ce film. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur cette saga, sur Tom Cruise, sur les débuts, voilà, je pense que c'est très très riche. Donc écoutez, voilà, je vous donne rendez-vous en tout cas pour la prochaine vidéo sur Mission Impossible, Dead Reckoning partie 1. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!